Merci beaucoup de cette invitation. Je veux dire qu'il est assez impressionnant de se retrouver dans un lieu où il y a autant d'auditeurs dans des endroits différents. C'est un magnifique outil, comme je vous le disais, cher Président. Le sujet que vous avez retenu pour moi-même, pour tous les panélistes, pour Mario, est évidemment absolument immense. Et dans le temps qui m'est imparti, je vais me concentrer surtout sur les leçons s'agissant de la gouvernance de l'Europe elle-même. J'ai pensé qu'il était peut-être utile, justement, au moment où vous commencez ce colloque, d'insister plus particulièrement sur cet aspect des leçons que l'on peut tirer de la crise dans laquelle nous nous trouvons depuis maintenant, aux yeux de la Banque Centrale Européenne, depuis maintenant 4 ans, puisque c'est en août 2007 que nous nous sommes trouvés devant le début de cette période de turbulence qui était la marque du premier épisode de la crise que nous avions traversée. L'on peut résumer d'une manière peut-être un peu rapide, mais enfin que je crois éclairante, en une année de turbulence financière, du 9 août pour nous, du 9 août 2007 à Lehman Brothers, puis une intensification extrêmement forte de la crise financière, des risques privés, des signatures privées, jusqu'à ce que ce second épisode lui-même se transforme en un troisième épisode qui met en cause plus directement les signatures publiques. Et autant on peut dire que dans le second épisode de la crise, l'épicentre de la crise était clairement aux États-Unis, et dans ce très grand marché financier des États-Unis, autant on peut dire que la crise globale dans son épisode actuel, qui est une crise globale qui marque et qui frappe l'ensemble des grands pays avancés, sans aucune exception, comme on le voit bien aux États-Unis, au Japon, comme on l'a vu en Angleterre, avec un changement très important de stratégie économique et financière et budgétaire, mais qui frappe particulièrement l'Europe. Un mot peut-être pour rappeler comment la Banque Centrale Européenne elle-même, depuis sa création, et je dois dire les banques centrales nationales avant la création de l'euro, voyaient la gouvernance appropriée de la zone euro. Nous avions toujours dit, nous sommes en train de construire une économie intégrée, un marché unique, avec une monnaie unique. Dans ce contexte, il est très impérieux, puisque nous n'avons pas de gouvernement fédéral, puisque nous n'avons pas de budget fédéral, qu'il y ait un cadre budgétaire qui permette d'assurer la surveillance extrêmement attentive et le contrôle des politiques budgétaires des États membres. Nous agions d'ailleurs, ainsi que, d'une manière plus générale, de l'ensemble des politiques économiques des États membres. Ceci, vous vous en souvenez, il faut faire une expérience de pensée pour se remettre dans la situation qui était celle de beaucoup, hélas, de gouvernements, de beaucoup d'économistes, d'observateurs et certainement des marchés financiers avant le déclenchement de la crise que j'évoquais il y a un instant. Avant 2007 et certainement avant 2008, il y avait une généralisation du benign neglect. Pour illustrer cela, je vous rappellerai ce que l'on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, qu'en 2004 et 2005, les 3 grands pays de la zone euro, la France, l'Allemagne et l'Italie, avaient demandé de manière extrêmement claire qu'on n'applique pas le pacte de stabilité et de croissance à eux-mêmes et que l'on modifie très substantiellement le pacte de stabilité et de croissance de manière à l'édulcorer. Cela paraît à peine croyable aujourd'hui, mais dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas de spread entre les diverses signatures européennes sur les marchés,
Malheureusement, une large partie des économistes, à la fois en Europe et dans le reste du monde, disaient que le pacte de stabilité et de croissance était trop orthodoxe et mettaient sur les épaules de l'ensemble des Européens une tight jacket, une veste beaucoup trop serrée qui les empêchait de respirer. Nous ne disions pas cela nous-mêmes. Nous avions constamment dit, et nous sommes publics évidemment dans ces propos, nous avions constamment dit le pacte de stabilité et de croissance est indispensable dans la zone euro, c'est le quid pro quo. Nous n'avons pas de fédération politique ou de fédération monétaire, nous avons besoin d'avoir une surveillance très étroite du cadre dans lequel les politiques budgétaires doivent fonctionner. Lorsque cette révision du pacte de stabilité et de croissance a été achevée, nous avons exprimé nous-mêmes nos très graves préoccupations publiquement. Et ceci était en 2005. Toute cette saga de la révision du pacte de stabilité et de croissance, le refus des grands pays qu'on applique à eux-mêmes, avait duré 2 ans. Ça a commencé fin 2003, tout 2004 et 2005. Bien entendu, le pacte a été affaibli à cette occasion dans sa lettre, grâce aux efforts, je dois dire, de la Banque centrale européenne, des petits et moyens pays et de la Commission. Il a été préservé néanmoins dans son existence, mais son esprit a été considérablement affaibli et je considère que nous avons payé un prix très, très important pour cet affaiblissement fondamental de l'esprit du pacte dans son application. À la même époque, nous avions introduit au sein de la méditation, au sein des gouvernements, au sein de l'Eurogroupe, nous avions introduit l'idée qu'il était absolument impérieux aussi de surveiller de près les évolutions nominales au sein de la zone euro, les coûts unitaires de production, les divers indicateurs de compétitivité et, d'une manière plus générale, l'ensemble des évolutions nominales de traitement et salaire, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. L'idée que nous, mes collègues et moi-même, je peux dire au niveau national, chacun d'entre nous, membre du Conseil des gouverneurs, en tant que gouverneur des banques centrales nationales, ainsi qu'en tant qu'entité européenne, la Banque centrale européenne dans son ensemble, donc moi-même vis-à-vis des 17 ministres des Finances, et le cas échéant plus tard des 17 chefs d'État et de gouvernement, nous disions de manière extrêmement claire que nous étions dans une monnaie unique, un espace de monnaie unique, dans lequel le benchmark de la stabilité des prix était très clairement identifiable, moins de 2%, proche de 2%, que chacun savait que nous prenions les décisions appropriées pour préserver cette stabilité des prix, qui est d'ailleurs entre nous, je parle en France, dans la continuité totale de la définition de stabilité des prix qui existait dans ce pays avant la création de l'euro. Donc il y avait de ce point de vue-là très grande continuité, mais nous indiquions évidemment que si au niveau national, dans un espace à monnaie unique, dans lequel, encore une fois, on savait qu'on devait compter sur le long terme, sur la stabilité des prix avec cette définition, toute évolution nationale qui serait différente en termes de persistance des différences par rapport à la moyenne de la zone euro ne manquerait pas de poser des problèmes et donc devait être corrigée. Et la correction devant être évidemment nationale, mais le cas échéant, stimulée, commandée par la surveillance d'ensemble. Pour vous donner des éléments plus précis, dans chacune des réunions de l'Eurogroupe, le représentant de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire moi-même et le vice-président le plus fréquemment, je brandissais les évolutions au cours de toutes ces années, depuis 6 ans, 7 ans, je brandissais
évolutions de coûts unitaires de production et les évolutions de traitement et salaires dans le secteur privé, dans le secteur public, en notant, lorsqu'il y avait des différences substantielles et persistantes, que ceci n'était évidemment pas soutenable. Voilà un mot donc sur la position que la Banque Centrale Européenne a constamment adoptée. Comme je l'ai déjà dit, c'était à vrai dire dans la continuité de ce que pouvaient dire les banques centrales nationales avant la création de l'euro, et vous êtes vous-même juge, évidemment, de la manière dont ces messages étaient compris et répercutés et transformés en action le cas échéant. La crise a évidemment été particulièrement utile, si je puis dire, comme révélateur. Elle a clairement révélé qu'en effet, la gouvernance au sein d'une zone à monnaie unique, la gouvernance au sein de la zone euro, était absolument essentielle. Il n'y a plus l'ombre d'une ambiguïté sur ce point, pas l'ombre d'ailleurs d'un débat, me semble-t-il, tout le monde en est d'accord, et sous la pression de la crise, nous avons en effet maintenant un consensus pour avoir un renforcement extrêmement substantiel du pacte de stabilité et de croissance. Ceci est en ce moment même en discussion au sein du trialogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Nous avons toujours insisté nous-mêmes pour que les plus grands progrès possibles en termes d'automaticité, en termes de précocité de la surveillance, y compris, le cas échéant, des recommandations et des sanctions, soient incorporés dans le nouveau texte. La négociation n'est pas tout à fait terminée. Pour être clair, nous sommes du côté du Parlement en ce qui concerne en particulier le renforcement de la prévention, puisqu'il y a encore une discussion entre le Conseil et le Parlement sur ce point. La discussion doit s'achever dans les jours qui viennent, et nous aurons donc, dans ce domaine-là, en effet, un formidable renforcement du pacte de stabilité et de croissance. De la même manière, un second pilier de surveillance a été créé, encore une fois sous la pression de cette découverte, de cette confirmation, et je dois dire de notre point de vue, de ce que nous disions était en effet approprié. Nous avons et nous aurons, dans les jours qui viennent, un nouveau pilier donc, de surveillance des politiques macroéconomiques, des indicateurs de compétitivité et des déséquilibres au sein de la zone euro. Il y a d'autres éléments sur lesquels je n'ai pas le temps d'insister, mais qui tous vont dans le même sens. Au total, la législation secondaire nouvelle qui est en train d'être discutée dans le cadre de trialogue est substantielle et comporte donc ces deux piliers et puis un certain nombre de textes qui doivent renforcer la surveillance et prévoir aussi les législations nationales qui doivent permettre de surveiller beaucoup plus étroitement les évolutions budgétaires nationales. Encore une fois, ceci, c'est ce qui est en train de se faire dans une perspective de très court terme, puisque je vais vous parler de quelques jours. C'est évidemment absolument impérieux. Tout va dépendre, pour les années qui viennent, de l'esprit dans lequel seront appliqués l'ensemble de ces textes. Il est clair que la violence de la crise agit, comme je l'ai dit, comme un révélateur et, me semble-t-il, doit être capable de faire en sorte que l'esprit dans lequel tout cela sera appliqué soit aussi attentif, sérieux que possible. Sera-ce suffisant? Je crois que vous vous préoccupez aussi de l'avenir. Demain et après-demain, dans une zone à monnaie unique, je crois personnellement qu'il faut continuer à réfléchir de manière extrêmement intense sur ce qui pourrait être fait demain et après-demain. J'ai résumé cela dans un discours récent que j'avais prononcé à Aix-la-Chapelle, qu'on peut imaginer que demain, en allant
nettement plus loin que ce qui est prévu actuellement dans les textes. Si un pays, en dépit des recommandations persistantes qui lui seraient faites, si un pays ne prend pas, se montre incapable de prendre les décisions appropriées, il devrait pouvoir être possible de les prendre depuis le centre du marché unique à monnaie unique, avec la capacité d'être directement exécutoire dans certains domaines, de manière à pouvoir préserver la stabilité de l'ensemble, encore une fois dans le cas exceptionnel où un pays ne mettrait pas en œuvre, le moins du monde, les recommandations qui lui seraient adressées par l'ensemble de ses pairs. J'avais imaginé que ceci puisse être le cas demain. Ça demande bien entendu un changement du traité. Après-demain, on peut imaginer d'aller plus loin en tant que citoyen européen et français. Je pense qu'un jour, les peuples européens se doteront d'une confédération, si nous avons une confédération qui ne sera pas sur le modèle, bien sûr, des États-Unis d'Amérique, alors on peut imaginer d'avoir un gouvernement confédéral avec un ministre des Finances confédéral qui, encore une fois, il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis, je l'ai déjà dit, mais qui pourrait avoir un certain nombre de responsabilités, y compris, bien entendu, celle d'assurer la surveillance de l'ensemble de la gouvernance au sein de la zone euro, qui pourrait être capable, sur la base de décisions confédérales, d'imposer telle ou telle décision à tel pays qui ne se comporterait décidément pas conformément à l'intérêt supérieur de la Confédération, et qui serait bien entendu aussi responsable d'un certain nombre de points, responsable de la position européenne dans les négociations internationales sur le plan financier, responsable aussi, pour ce qui concerne les responsabilités de l'exécutif, du secteur financier, l'un des points importants dans une perspective de long terme, étant qu'il est certainement, dans un marché unique à monnaie unique, important que le secteur financier soit découplé des risques souverains nationaux et puisse avoir, au niveau de l'ensemble du marché unique à monnaie unique, une existence qui soit réellement au niveau de l'entité intégrée et pas simplement comme c'est encore très largement le cas, ne serait-ce que parce que les backstops sont nationaux au niveau national. Voilà en quelques mots ce que je dirais pouvoir être dit, à la fois dans une perspective de très court terme, dans une perspective de plus long terme, moyen et long terme. La période présente est extrêmement exigeante. Et la période présente demande à ce que l'ensemble des entités responsables, qu'elles soient européennes ou nationales, et j'applique cela bien entendu au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, comme à la Commission, comme au Conseil, à l'Eurogroupe et à l'ensemble des responsables nationaux, dans les circonstances présentes qui sont extrêmement exigeantes, chacun d'entre nous, si je puis dire, doit être à la hauteur de responsabilités qui sont déjà extrêmement lourdes en temps normal et qui sont évidemment extrêmement lourdes dans la période présente. Et donc, dans le contexte de l'ensemble de ces discussions et négociations que je rappelais, l'une des recommandations les plus fortes, encore une fois que nous appliquons à tous et à nous-mêmes, bien sûr, c'est de mettre en œuvre de la manière la plus complète et la plus rigoureuse possible, de manière incontestable, les décisions qui ont été prises, qui viennent d'être prises. Je parlais de l'ensemble des textes de législation secondaire européenne qui sont très importants pour renforcer la gouvernance. Je pense évidemment aux décisions qui ont été prises le 21 juillet par les chefs d'État et de gouvernement, les 17 chefs d'État et de gouvernement, et qui sont en train d'être mises en œuvre dans les diverses démocraties politiques, dont il faut évidemment strictement respecter le fonctionnement. Mais il est clair que là aussi, nous avons un besoin absolument immédiat et impérieux
que l'ensemble de ces décisions soient mises en œuvre immédiatement, comme il a été décidé, conformément aux décisions signées par les différents chefs d'État et de gouvernement. Laissez-moi rappeler un instant que nous avons par ailleurs, bien entendu, un marché unique à monnaie unique qui est plongé dans un marché unique à 27. Et dans ce marché unique à 27, si je veux être complet sous l'angle de la gouvernance, il faut que je mentionne deux éléments qui sont très importants et qui concernent les 27 et pas simplement les 17. L'un est bien entendu le marché unique lui-même, qui doit être aussi achevé que possible. Et nous avons une anomalie que chacun d'entre nous connaît de ce point de vue, c'est que le marché unique est encore loin d'être achevé, très singulièrement dans le domaine des services. Or, toute économie avancée est une économie dans laquelle les services jouent un rôle beaucoup plus important que les autres secteurs et est appelé probablement à jouer un rôle de plus en plus important. Il y a donc là, de ce point de vue, une anomalie flagrante dans le fonctionnement de l'Union européenne, du marché unique à 27, sur lequel je voudrais insister un instant, de même que nous avons un problème majeur qui demeure de réforme structurelle. Les Européens ressemblent de ce point de vue un petit peu à ces opérettes, n'est-ce pas, dans lesquelles on dit marchons, 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 courons, 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 en restant à peu près immobile. C'est à peu près ce qui se passe avec le programme de Lisbonne, et malheureusement, je ne vois pas le démarrage du grand programme 2020 comme étant, de ce point de vue-là, très convaincant. Or, il est clair que nous avons des obstacles structurels à la croissance dans l'ensemble des pays européens, avec des différences d'ailleurs considérables entre les différents pays, différences considérables qui doivent pouvoir nous inspirer et permettre à ceux qui se comportent moins bien de ce point de vue de regarder les benchmarks, car il y a de très bonnes économies de ce point de vue. Je vois devant moi l'ambassadeur de Suède, c'est un bon exemple. Nous en avons d'autres, nous en avons au sein de la zone euro qui sont également particulièrement impressionnants, des réformes structurelles qui ont un véritable impact sur la création d'emplois et la croissance. Et donc, de ce point de vue-là, je dois dire, il y a un problème majeur. La vitesse limite des pays européens est trop basse. Et toutes les analyses que nous faisons à la Banque Centrale Européenne nous montrent qu'il est absolument impérieux d'augmenter la vitesse limite à la fois en croissance du produit intérieur brut et en création d'emplois des pays européens. Nous avons tout dernièrement encore fait un certain nombre d'analyses sur les progrès de productivité qui sont observés en Europe, sur la productivité totale des facteurs, et nous voyons là des différences énormes entre les différents pays qui sont évidemment attribuables aux différences entre la qualité, disons, du fonctionnement structurel des diverses économies. Je n'insiste pas là-dessus, ceci est vrai pour tous, évidemment pour le pays dans lequel je suis, comme pour beaucoup d'autres. Un exemple que je donne en passant, mais qui me paraît quand même impressionnant, de réforme structurelle, jointe à une très grande attention aux évolutions de coûts et de compétitivité, est celui du grand voisin d'outre-Rhin. Lorsque je regarde ce qui s'est passé dans la crise elle-même se développe, je le disais il y a un instant, et nous sommes dans une période qui est évidemment très exigeante et aucune conclusion définitive ne peut être tirée, et il est quand même assez impressionnant de voir que la combinaison de réformes structurelles qui ont été introduites il y a quelques années, avant la crise, et d'attention aux coûts, conformément à ce que je disais auparavant, nous sommes dans une zone à monnaie unique, faisons très attention à nos coûts unitaires de production. Le mélange des deux a fait que notre grand voisin a vu son chômage diminuer depuis le début de la crise, pas augmenter, diminuer. Et je regardais le chômage des jeunes
qui est particulièrement, évidemment, important comme indicateur dans une société, il n'y a pratiquement pas de différence entre le chômage des jeunes, le pourcentage de chômage des jeunes, et le chômage des adultes en Allemagne. Alors que dans beaucoup d'autres pays, y compris dans celui où je suis, il y a des différences très importantes. Or, on peut très clairement voir que les progrès qui ont été réalisés dans ce domaine sont dus aux réformes précises qui ont été faites dans le contexte des différents programmes HARTS et qui ont été menés à bien, je veux dire, bien avant la crise. Je mentionne cela en passant, je crois que c'est très très important. Le message dans une perspective de moyen-long terme sur la nécessité des réformes structurelles nous paraît à la Banque Centrale Européenne, et je suis sûr que je parle au nom du Conseil des gouverneurs et aussi au nom de Mario, me paraît extrêmement important. J'ai pensé, dans le temps que vous m'avez donné, et qui était nécessairement limité, et à juste titre évidemment, qu'il fallait que je me concentre plutôt sur la gouvernance européenne. Comme vous le voyez, je n'ai pas parlé des marchés financiers en général, je n'ai pas parlé des très grands chantiers que nous avons sur ce plan. Je voudrais simplement dire 2 ou 3 mots en conclusion, si vous me le permettez. Nous avons constaté, à partir d'août 2007, que le système financier mondial était extraordinairement fragile. Je suis devant un public largement financier, d'économistes, de financiers, donc c'est une banalité absolue. Mais un niveau de fragilité de cette ampleur, c'est-à-dire une fragilité très supérieure à celle que nous avions observée au cours de toutes les années écoulées depuis la Deuxième Guerre mondiale, une fragilité qui peut-être aurait pu aboutir à une dépression du type de celle que nous avons connue entre les deux guerres, et donc un défi qui était de même nature, enfin qui est aussi grave, peut-être à certains égards plus grave que celui que nous avons connu au cours de toutes les années, tout le siècle, tout le XXe siècle. Ceci est évidemment gravissime. Gravissime et devait nous conduire à engager dans ce domaine des réformes d'une importance considérable, une ambition considérable, avec un objectif extrêmement simple, faire en sorte que les entités individuelles, les institutions financières, les banques, les non-banques, l'ensemble du système soient beaucoup plus solides, beaucoup plus résilients. De ce point de vue-là, nous sommes à mi-chemin, si je puis dire. Nous voyons bien que nous avons fait des progrès importants. À vrai dire, les éléments de réconfort, les aspects positifs dans cette situation ont certainement été le consensus mondial, pays avancés et pays émergents, pour travailler ensemble, reconnaître ensemble que, encore une fois, l'objectif était clair, l'économie de marché est la bonne règle pour créer des richesses, mais le fonctionnement concret au niveau mondial du système financier et du système économique, par voie de conséquence, avait prouvé une fragilité, une absence de résilience totale. Donc, consensus sur le fait que l'économie de marché est évidemment le bon moyen de créer des richesses, consensus également sur le fait qu'il était absolument impérieux d'en renforcer la résilience. Je parle devant le leader du Financial Stability Board, Mario Draghi. Nous avons vu ce qui a été fait, comme je le disais, au niveau du G20, au niveau des deux grands continents que sont les États-Unis et l'Europe, et aussi du reste du monde. Un certain nombre de choses ont été faites. Les plus importantes sont certainement les nouvelles règles de Bâle III, qui d'ailleurs ne sont pas achevées, sont encore en cours de discussion sur certains points. Mais j'insiste sur le fait que toute notre expérience nous conduit à penser qu'il faut mettre en œuvre ce qui a été décidé et certainement pas penser que la main pourrait trembler. Ce serait probablement l'erreur la plus grave que nous puissions faire. Mais il reste aussi beaucoup de choses à faire, et particulièrement au niveau du comité de Bâle, au niveau
du Forum de stabilité financière et au niveau du G20, notamment pour ce qui concerne les institutions systémiques au niveau à la fois mondial et au niveau national, pour les non-banques, et d'une manière plus générale, et là, des deux côtés de l'Atlantique, de nouvelles entités ont été créées, y compris, bien entendu, dans l'Europe des 27, avec la création du Conseil européen du risque systémique, où il nous apparaît en effet que ce concept, qui finalement n'avait pas été considéré comme étant absolument central, devient maintenant absolument central dans l'ensemble, encore une fois, des grands pays industrialisés, des grands pays avancés. Mais là aussi, je dirais que c'est un travail qui est en cours et qui est extrêmement exigeant, et qui est extrêmement exigeant aussi parce que, je dois dire, dans ce domaine, conceptuellement, la recherche universitaire, la recherche académique, a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, nous sommes très, très, très demandeurs d'une bien meilleure compréhension des risques systémiques qui nous semble être un des problèmes absolument majeurs dans la période présente. Nous sommes humbles devant les risques systémiques. Et d'une manière plus générale, laissez-moi conclure, ce que nous avons découvert en 2007-2008, c'est que des événements dont certains d'entre nous, enfin en tout cas les banquiers centraux, avaient dit il va y avoir une correction très importante parce que les risques sont sous-estimés d'une manière générale. Moi-même, au nom de l'ensemble de la communauté des banques centrales, en janvier 2007, j'avais effectivement dit assez solennellement que tel était notre sentiment. De là à imaginer la fragilité systémique du système mondial, clairement, c'est quelque chose que nous avons découvert. Et cette imprédictibilité, imprévisibilité des événements, des défis nouveaux qui peuvent nous frapper, est très très grande, me semble-t-il. Et c'est la raison pour laquelle se concentrer sur ce thème, ce concept de résilience, à la fois pour les entités individuelles et pour les systèmes, est extrêmement important. S'il y a un message central dans mon propos, ce serait bien celui-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention.